Bon, vous savez très bien que One Piece, comme Naruto, a eu le droit à beaucoup de jeux vidéo, et il y a eu des personnages à l'intérieur que beaucoup de personnes ne connaissent pas, qui n'ont pas du tout été affectés au manga ou à l'anime. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter un peu 6 personnages qui forment, entre guillemets, un duo dans les jeux vidéo, que ça soit ancien ou assez récent, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Comme d'habitude, si vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez pas le petit pouce bleu et l'abonnement, et me dire pourquoi pas des personnages de jeux vidéo que je pourrais faire un épisode 2 sur Naruto, pourquoi pas Dragon Ball, bref, je vous laisse débattre en commentaire. Et sur ce, on passe au premier personnage. On va commencer avec le jeu vidéo le plus récent qui est sorti cette année, qui est One Piece Odyssey avec Hadiot. Il faut savoir que de base, Hadiot est un aventurier qui s'est échoué sur l'île de Waford et qui est soi-disant le dernier survivant de son peuple. Dès le début du jeu, il devient très vite allié de Luffy ainsi que les Mugiwara, et on va aussi très vite apprendre son but principal parce qu'on peut croire que c'est un protagoniste, mais malheureusement, il devient très vite l'antagoniste principal du jeu. Je vais revenir juste après pour savoir qu'est-ce que c'est le souffle divin, mais la chose la plus importante à savoir, c'est que c'est aussi un très bon manipulateur. Parce qu'en même temps que Hadiot, je vais vous parler de Lim. Dans les grosses lignes, c'est à cause de Lim que One Piece Odyssey est créé et l'aventure part entre guillemets d'elle. Parce qu'il faut savoir que c'est un personnage qui déteste totalement les pirates et sa première rencontre avec Luffy et les Mugiwara va pas se passer comme prévu. Parce que dès qu'elle va les voir, elle va essayer de les toucher. Très bizarre cette phrase sortie de son contexte. Elle va tout simplement poser sa main sur chaque Mugiwara ainsi que Luffy, qui va tout simplement créer une sorte de centaines de cubes qui va sortir du corps des Mugiwara. Et on apprend très vite que en fait c'est des souvenirs qui permettaient aux Mugiwara de pouvoir utiliser leur pouvoir, se rappeler comment faire, et très vite ils sont capables de ne plus rien faire. Luffy veut faire un Red Walk, il ne sait pas comment faire. Zoro veut tenir un sabre, il est même pas sûr de le tenir dans le bon sens. C'est assez compliqué du coup pour nos amis de pouvoir se défendre contre qui que ce soit. Et aussi dans les gros signes du passé de Lim, on apprend qu'il y a 200 ans, Lim avait agi en tant que prêtresse du ciel pendant la guerre entre le clan errant et le gouvernement mondial. Lorsque Warod est tombé, elle était avec le souffle divin, mais elle est restée immobile. Un peu compliqué pour pouvoir faire des choses, je vous avoue. Du coup, pour aider le souffle divin à se régénérer, elle le pose en sommeil. Et bien sûr, le souffle divin, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une grande entité qui permet de protéger l'île avec 4 colosses que Lim, il y a 200 ans, a pu poser dans les 15 coins de l'île. Et en détruisant bien sûr les 4 colosses, le souffle divin, de 1, annule la grosse tempête que le souffle divin peut créer, et permet à l'île d'être attaquée, ou bien sûr, peut faire venir une tribu sur l'île. Enfin, soi-disant ce que Hadiot peut dire. Mais à part ça, quand on connaît le but d'Hadiot, il va dire à Lim que des pirates vont arriver sur l'île en parlant de Luffy et les autres, et ils devront les utiliser pour qu'ils battent à leur place les 4 colosses. Et c'est là qu'on apprend très vite que Luffy et les Mugi font partie du plan d'Hadiot. Très vite du coup. Bizarre. Par la suite de l'aventure, on apprend que Hadiot a totalement manipulé Lim pour essayer de régner sur l'île et de venger tout simplement sa tribu. C'est pour ça qu'il a voulu contrôler le souffle divin en utilisant Lim. Et au dernier moment, quand Lim demande à Hadiot mais qu'est-ce qui se passe, à quoi il joue, c'est là que Hadiot va tirer sur Lim. Un moment assez compliqué pour les yeux de nos Mugiwara, même de nous, les joueurs. Mais on découvre très vite que Hadiot a évité les points vitaux de Lim parce qu'il voulait pas forcément la tuer directement, et c'est là qu'une deuxième Lim apparaît. On apprend très vite que cette Lim là est celle d'il y a 200 ans qui a créé elle-même une copie pour protéger l'île, qui est une Lim aux yeux bleus. Donc la Lim d'il y a 200 ans, c'est celle qui a les yeux rouges et qui va permettre à la Lim d'aujourd'hui de revivre parce qu'elle a été transformée en cube par Hadiot quand elle a été tirée dessus. Et après un grand combat tel un boss final contre Hadiot, et les Mugiwara parviennent à délivrer l'île de cette méchanceté créée par Hadiot et les deux Lim, parce que je ne peux pas dire que la Lim vécure heureuse parce que maintenant il y en a deux, et en gros l'histoire se termine avec les Mugiwara qui s'en vont, qui dit adieu aux deux Lim qui vont vivre du coup aujourd'hui paisiblement sur l'île de Waford. Pour la suite des personnages, c'est un jeu vidéo en plus de One Piece qui a marqué beaucoup de personnes, ça a été dans One Piece World Seeker, que j'ai joué au début, je l'ai très vite arrêté parce qu'il est vachement vide. Après on se plaignait de Pokémon Arceus, mais du coup dans un premier temps, je vais vous présenter Isaac. Dès le début du jeu, c'est un personnage qu'on voit très vite, qu'on apprend qui fait partie de la marine et qui est là pour protéger l'île volante, plutôt une prison volante.
Au début, on connaît pas trop ses intentions, on sait juste qu'il a réussi à capturer Luffy ainsi que les Mugiwara, mais surtout Luffy avec des menottes de granit marin. Comment vous dire que c'est assez compliqué pour s'échapper pour notre futur roi des pirates. Malgré ça, il arrive à s'échapper et à sauter de l'île, et c'est là que notre aventure commence. Mais en parlant du personnage, on apprend très vite que Isaac cherche à se venger de quelque chose. Et tout simplement, c'est la mort de sa mère, lui, et sa sœur cadette qui est le deuxième personnage, Jeanne. Pour continuer sur Isaac, on sait du coup qu'il cherche à se venger de la mort de sa mère qui a été tuée par des pirates. Sauf qu'on apprend très vite que ces pirates ont été envoyés par le gouvernement mondial, donc la marine, en échange de quelques pierres de Dina se trouvant sur l'île. Pour ceux et celles qui ne savent pas, les pierres de Dina, c'est un peu catégorisé comme une arme de destruction massive. On le voit aussi dans le film de One Piece. Voilà, petit clin d'œil ou je ne sais pas, mais en tout cas c'est super intéressant de le savoir. Du coup, vous vous dites que Isaac cherche à se venger du gouvernement mondial en devenant un officier de la marine. C'est normal parce qu'il essaye du coup un peu de retourner le gouvernement mondial, un peu de le détruire de l'intérieur. Ce qui est super intéressant avec ce personnage, c'est qu'il a une armure un peu confectionnée avec la technologie qui a totalement rien à envier avec le Germa 66. Une armure qui est capable de tirer des vaisseaux lumineux et ainsi que résister au magma le plus brûlant. Vous dites, c'est trop bizarre parce qu'il y a des amiraux qui utilisent ce pouvoir. C'est tout à fait normal parce que c'est une armure qui est capable de résister contre les trois gros amiraux, Kizaru, Kuzan et ainsi Kakainu. Et aussi il est présenté comme un homme qui peut totalement se dresser devant ces trois gars. S'il aurait été totalement canon au manga, je peux vous dire que ça aurait été un personnage juste incroyable. En parallèle à Isaac, Jeanne, qui est du coup sa sœur cadette, est un personnage assez extraverti et toujours souriante. Elle n'a pas forcément de rôle majeur en tant que protagoniste de cette histoire, elle est plutôt, on va dire, le rôle de médiatrice entre Isaac et sa vengeance. Contrairement à son frère, son but n'est pas de trouver vengeance pour sa mère décédée, mais plutôt de faire en sorte que l'île reste un endroit où la guerre et les conflits n'existent plus, parce que de base, elle veut vivre paisiblement. Son histoire de vengeance, bon, sa mère est morte, c'est horrible, mais c'est pas pour ça qu'elle va essayer de détruire le gouvernement mondial. Son but est du coup de garder un peu une safe place sur l'île. Mais elle en soi qui déteste les combats, et sachant que l'île a été totalement envahie par la marine, envahie, protégée, vous le prenez un peu comme vous voulez, elle a créé un peu une unité qui s'appelle l'anti-marine. Vous l'avez compris, c'est contre la marine qui est arrivée sur l'île. Ce qui fait indirectement un peu d'elle l'ennemi de son frère. C'est super triste parce que étant jeune, on apprend que Isaac et Jeanne étaient extrêmement proches et on voit de plus en plus que Isaac n'en a rien à foutre de sa sœur. Ah mais il lui a même dégoté une giga chiffre, ah même le coup du lapin. Ah non mais c'était effrayant. Du coup à la fin de l'aventure, on voit même Isaac sous sa forme finale qui est une combinaison technologique qui lui permet de pousser au maximum sa technologie de pointe, que ça soit encore une fois les faisceaux laser, les gants qui peut les propulser en granit marin ou juste une force extraordinaire. Ah, il vole aussi, enfin il évite, bon, il est pas sur le sol quoi. Après un long combat assez compliqué et aussi très chiant, il finit par être battu par Luffy, et avant que la prison volante ne s'écrase, il équipe Jeanne de sa combinaison et les fait tomber de l'île pour être sauvé avant l'explosion. Et c'est là où on voit que Isaac a quand même un grand cœur derrière tout ça, et ça reste quand même un moment assez triste alors que de base c'était l'antagoniste. Franchement, ça reste un personnage juste incroyable et j'aurais adoré qu'il soit réellement dans le manga. Bon, pour ces derniers personnages, je vais vous parler d'un jeu qui est sorti il y a assez longtemps, il y a pas loin de 10 ans, ça ne rajeunit personne. Mais avant de dire quoi que ce soit, si vous êtes encore là, n'hésitez pas, le petit pouce bleu et l'abonnement, ça fait super plaisir. Et n'oubliez pas de dire en commentaire un futur jeu vidéo avec des personnages qui ne sont pas forcément connus, que je pourrais dire dans une autre vidéo. Et sur ce, messieurs dames, je vais vous parler de One Piece World Red. Et on va commencer avec un personnage qui a un prénom assez bizarre, Patrick. Déjà, il faut savoir que Patrick Redfield est un prisonnier de niveau 6 échappé d'Impel Down et qui a été entre guillemets libéré par Barbe Noire. Mais je vous rassure, il n'a pas du tout rejoint son équipage et encore heureux parce que je pense que, encore une fois, même lui, s'il aurait été canon à l'œuvre, ça aurait été un ennemi extrêmement compliqué. La marine et surtout Garp partent de lui comme l'égal de Barbe Blanche et Goldie Roger. Mais il était moins connu car il restait dans l'ombre et n'a donc pas eu la gloire de ses compères. Donc ça veut dire, attention, qu'il est du même gabarit que Barbe Blanche ainsi que Goldie Roger. Je sais pas si vous vous rendez compte que même dans un jeu vidéo, on a quand même ce degré de puissance qui est phénoménal, qui est bien représenté avec la même puissance que Barbe Blanche ou encore Gold Roger. Je trouve ça juste incroyable d'avoir cette échelle de hauteur dans un jeu et c'est là, encore une fois, que je suis assuré à dire que s'il aurait été vraiment dans le manga comme Isaac, ça aurait été un personnage mais juste stratosphérique. On apprend du coup que son but est assez original car il essaye de devenir le roi des pirates.
Ouais, ça vous dit quelque chose? Ah bah oui, Luffy va pas vraiment être très content du coup. Ah, il est pas chaud de cette idée, vu que ça sera lui de base. On a donc un premier accrochage avec les Mugiwara, Luffy et Patrick, et bah qui vont se faire un peu exploser extrêmement vite. C'est là où on voit clairement la différence de puissance, en tout cas dans un premier temps, entre Patrick et les Mugiwara. Et c'est que le début du coup de l'aventure. Mais avec tout ça, Patrick a aussi un petit acolyte qui va suivre entre guillemets les Mugiwara dans l'aventure qui s'appelle Pato, un peu le raton laveur. Ça va pas être un grand personnage dans l'aventure, mais ça va être un peu le même rôle que Jeanne que j'ai pu vous présenter avant. Ça va être le médiateur entre Patrick et sa haine de tout détruire pour devenir le roi des pirates. Mais ce qui est trop marrant avec ce personnage de Pato, c'est que ce n'est pas un raton laveur qui a peut-être mangé un fruit, c'est un stylo qui a mangé le fruit du raton laveur. Incroyable. Du coup, pour Patrick Redfield qui souhaite devenir le roi des pirates, il voit que son plus grand ennemi, c'est sa vieillesse. Alors il va faire en sorte de trouver et de manger le fruit du démon Bato Batonomi, version vampire qui lui offrira du coup la vie éternelle, comme ce qu'on connaît dans les légendes des vampires. Mais pendant le combat final, Luffy arrive à lui faire comprendre que être vieux ou non, cela ne doit pas entacher son honneur et réussir par lui-même. C'est vraiment une phrase à la Luffy, en mode si t'as envie de réussir, fais-le par toi-même, ça sera pas avec un pouvoir ou quoi que ce soit que tu deviendras fort. Mais pour faire comprendre à Luffy ce qu'est la vieillesse, Patrick lui vole sa jeunesse, mais même avec ça, Luffy arrive à lui tenir tête, même en prenant quelques coups. Ce qui va faire comprendre à Patrick qu'il n'a pas forcément raison de vouloir tout détruire et devenir le roi des pirates, en tout cas, de cette manière. Le combat se finit et Patrick laisse sa haine de côté et rejoint son ami Pato pour reprendre là où il était et vivre sa vie comme il l'entend sans devoir causer du tort pour parvenir à ses fins. Il faut savoir aussi que Pato, qui jouait de base le médiateur entre Patrick et sa haine, va très vite être remplacé. Parce que oui, je ne vous ai pas dit, mais son pouvoir est un peu de créer tout ce qu'il veut avec sa queue. Encore une fois, très bizarre sorti de son contexte. Car oui, son fruit du démon en fait lui permet de créer tout et n'importe quoi ce que Redfield peut dessiner. Il va dessiner de un nouveau raton laveur pour lui tenir compagnie parce qu'il y en a un qui veut le trahir, du coup il a pas besoin de lui. Sauf qu'on apprend très vite qu'il l'aimait bien parce que le nom de Pato est le surnom qui a été donné à Redfield pendant sa jeunesse, entre guillemets son âge d'or, où il était un pirate extrêmement puissant, donc ça fait un peu d'eux un lien père et fils si je pourrais dire. Et c'est aussi avec ce pouvoir que Redfield va créer entre guillemets la guerre finale, où il va créer la copie des Mugiwara pour se battre contre les Mugiwara, et aussi entre guillemets quelques amiraux, sinon ça serait beaucoup trop facile. Et c'est là où notre aventure prend fin, où Redfield redevient entre guillemets pas forcément très gentil, mais comprend très vite et du coup qu'il va faire son bout de chemin avec Pato, et même s'il devient pas roi des pirates, il aura quand même réussi à faire quelque chose pendant sa jeunesse, et je pense pas qu'il mourra vu qu'il a déjà le fruit du démon qu'il désirait tant. Donc je pense qu'il vivra encore et encore, et maintenant. C'est long. Bon, du coup, on va s'arrêter là-dessus, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo, ça reste quand même un peu une petite vidéo où je voulais présenter un peu plus les personnages que leur histoire dans le jeu vidéo comme j'ai pu faire par exemple dans Naruto. Et en tout cas, si vous avez kiffé, encore une fois, n'hésitez pas le petit pouce bleu et l'abonnement, ça fait toujours plaisir, et me dire aussi en commentaire un jeu vidéo avec des personnages qui n'est pas forcément vu dans le manga ou dans l'anime, que ça soit peut-être un jeu, encore une fois, One Piece avec plusieurs personnages, Naruto, Dragon Ball, ou en tout cas, je vous laisse le choix en commentaire. Sur ce, messieurs dames, je vais vous dire à la semaine prochaine pour une vidéo, et comme d'habitude, c'était Takiro. Ciao. Blazing on the track, boy.